Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence de Cyclades Planète. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un théo de voyage d'aventure et nature autour de 3 activités que sont Tamérin pour des voyages d'aventure, découverte avec différents niveaux, du plus facile au trek plus engagé, voire des ascensions. Expedition Unlimited, où là on part plutôt sur des expés de haute altitude et des expéditions polaires. Et puis Saïga, autour de voyages, de préservation et de sauvegarde de la biodiversité. Et ce soir, on part en Asie centrale avec François. Bonsoir. François qui est un passionné de voyage et un passionné, alors entre autres, d'Asie centrale, et qui est accompagnateur et qui voilà, s'occupe de l'Asie centrale avec moi. Moi, je suis plutôt axé sur la Mongolie et l'Ouzbékistan, et François plutôt Kyrgyzstan, Tadjikistan. Donc ce soir, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de l'Asie centrale, vous présenter un peu voilà, les pays qu'on propose, ce qu'on y fait, et puis voilà, en s'attachant plus particulièrement à ces 3 pays que sont l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Prochaine webconférence fin février. Alors, on sera toujours en Asie centrale, mais on sera en Asie centrale plutôt pour les expéditions, justement en haute altitude, pour parler des snow léopards qui sont les plus hauts sommets d'Asie centrale. 5 sommets qu'on trouve en Asie centrale, au Tadjikistan et au Kyrgyzstan. Alors, toujours pareil, même principe pour nous poser les questions. Le plus simple pour une meilleure fluidité, c'est que on reprendra les questions que vous posez à la fin et on tâchera de répondre à tout. N'hésitez pas donc au cours de la présentation de poser vos questions avec l'onglet questions qui s'affiche soit sur le côté, soit en bas de votre écran. C'est le Q&R, voilà. Ou sinon via le chat. Donc, on va partir en Asie centrale et là, je vais vous partager l'écran et le petit document que nous avons préparé. Alors, hop là, le voilà. Voilà, en plein écran, ça sera mieux. Alors, l'Asie centrale, c'est une vaste région. Ah, alors par contre, Oula. Voilà. C'est une vaste région donc, qui s'étend au cœur de l'Asie, on peut dire, qui s'étend sur plusieurs pays. Alors, c'est vrai qu'on ne vous présentera pas trop la partie historique qu'on a pas mal abordée, notamment au cours de webconférences avec notre ami Louis-Marie Blanchard, pour lequel on a fait au moins minimum deux webconférences avec les Mongols, les Turcs, les Turco-Mongols, un peu tout ce jeu d'invasion et ces peuples semi-nomades. Là, on va s'attacher plus à vraiment un peu de géographie et les différents voyages qu'on propose. Donc voilà, donc vous avez au nord le Kazakhstan qui est quand même un vaste pays. Puis au sud, on retrouve l'Ouzbékistan et donc nos 3 pays qu'on va aborder ce soir en vert, le Kyrgyzstan à l'est, le Tadjikistan sud-est. Au sud de l'Ouzbékistan, on a le Turkménistan. Et puis, c'est vrai qu'on l'appelle souvent, ou on l'appelait autrefois Turkestan. Oui, c'est ça. Qui englobe une partie de l'ouest chinois, la partie du Xinjiang, avec les Ouïghours et le désert du Taklamakan. Voilà. Et puis, on voit également sur la carte donc, la mer Caspienne, importante, puisqu'elle a des points en dessous du niveau de la mer. Oui, elle est située en dessous du niveau de la mer. Et on voit aussi donc, la mer d'Aral, ou du moins ce qu'il en reste, qui se trouve donc à cheval entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et elle est située un peu au-dessus du niveau de la mer, aujourd'hui quasiment vide. Donc, on en parlera, je pense. On en parlera un petit peu, on l'abordera un peu sur la partie ouzbek. Donc, c'est une région qui est globalement très enclavée puisqu'elle n'a pas d'accès à la mer.
Ouais. Et elle a surtout un climat continental avec des étés très chauds et puis des hivers forcément un peu plus Très froid. très froids. Pas d'influence océanique. Pas d'influence océanique pour ces pays. Voilà. Et globalement, quand on part de l'ouest pour aller à l'est, on part de régions plutôt désertiques. Hein. C'est vrai que l'Ouzbékistan, le Turkménistan, voilà, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais il y a l'Iran hein, qui est un peu plus au sud et toute cette partie est très, très désertique avec comme ça quelques villes maintenant, mais qui étaient les anciennes oasis de la route de la soie. Et ensuite, plus on va aller vers l'est, plus on va aller vers le Kyrgyzstan, vers le Tadjikistan, plus on va aller vers les montagnes. Et c'est pareil pour le Kazakhstan, qui est un pays de steppe très aride, même très poussiéreux, c'est assez plat, sauf la partie sud qui se trouve près de l'ancienne capitale Alma-Ata, enfin qui s'appelait Almaty, et proche de la frontière kirghize qui possède un massif montagneux qui pourrait nous intéresser plus tard. Ouais, l'Altaï. Voilà. Et donc, pour continuer un peu cette opposition, on a parlé de pays désertiques. Maintenant, c'est vrai que historiquement, on a des pays qui ont des peuples qui sont quand même plutôt sédentaires. Je pense notamment à l'Ouzbékistan et à l'Iran, même si il y a quelques nomades du côté des Zagros et d'autres régions en Iran. Mais c'est vrai qu'ils ont moins cette tradition de nomades ou semi-nomades qu'ont les peuples du Kyrgyzstan ou du Tadjikistan. Donc, on parlait tout à l'heure de montagnes. C'est vrai qu'il y a aussi des hauts plateaux de haute altitude, notamment aux deux, hein, Tadjikistan, Kyrgyzstan, avec des lacs d'altitude. C'est également différent de ce qu'on peut voir en Ouzbékistan. Alors, c'est vrai que c'est une région qui est parfois un peu méconnue, donc c'est pour ça qu'on essaye à chaque fois de la présenter sous plusieurs angles. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attrait. Et c'est vrai que c'est souvent des pays qu'on a du mal à situer. Donc, c'est tous les pays en stan qui veut dire pays. Voilà. Pays des Ouzbeks, pays des Kirghizes, des Tadjiks. Globalement, ce sont tous d'anciennes républiques soviétiques qui ont eu leur indépendance en 91. Exactement. Alors, on peut peut-être commencer par le premier pays, hein, qui est l'Ouzbékistan. Alors, on l'a vu sur la carte, c'est un pays qui est assez allongé, une superficie de globalement près de 450 000 km². Hein. C'est grosso modo par rapport à la France, c'est environ 80% de la France. Donc, ça reste un pays pas non plus trop grand. On a évoqué la mer d'Aral, et puis il y a deux fleuves aussi principaux qui sont la Moudaria et le Sirdaria. Capitale Tachkent. Donc généralement, voilà, hein, on retrouve sur la carte, donc pour bien le situer hein, en vert par rapport à la France qui est ici. Globalement, il y a une dizaine d'heures de vol avec le plus souvent une escale à Istanbul, hein, puisque historiquement, comme c'est un pays qui est partagé entre les Turcs et la Russie, globalement, c'est la Turkish Airlines ou Aeroflot. Et vu le contexte en Ukraine, c'est surtout Turkish Airlines donc, qui dessert l'Ouzbékistan. Donc, une dizaine d'heures de voyage, de vol, et puis on arrive donc à Tachkent, la capitale. Donc là, c'est le marché couvert. On fait une visite globalement de Tachkent. Alors, ça reste une ville quand même très soviétique, avec des grandes avenues et pas mal de bâtiments encore de l'époque. On peut souligner 36 millions d'habitants quand même, c'est un pays assez peuplé. C'est un pays assez peuplé, oui, c'est important pour la suite et justement pour montrer le contraste avec les autres pays.
Donc, généralement, voilà, on reste un petit peu une journée sur Tachkent et puis ensuite, on prend le train de nuit. Alors ça aussi, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place, un, par rapport à l'empreinte carbone de nos voyages et puis deux, par rapport aussi au confort et à l'expérience de voyage parce que c'est vrai que les routes, elles sont un peu chaotiques en Ouzbékistan, pas mal de nids de poules et puis c'est le côté aussi, oui, je parle d'expérience parce que pour les personnes qui ont déjà fait des voyages en train à l'étranger, c'est vrai que c'est toujours un moment assez intéressant. On rencontre un peu des personnes locales. Voilà, donc on arrive ensuite à Khiva. Donc Khiva, c'est surtout l'ancienne ville qui est intéressante dans les remparts. C'est vrai que c'est une ville qui a été donc ancienne oasis de la route de la soie, qui a suivi un programme de l'UNESCO, donc a pas mal été réhabilité, restauré. Donc tout est globalement à l'intérieur de ces remparts. Donc on visite globalement à pied. Et puis on va, en fonction des programmes, voir des extensions. On peut aller également visiter les forteresses du désert qui se trouvent un petit peu plus au nord, où on propose également d'aller jusqu'au cimetière des bateaux de la mer d'Aral. Donc voilà, en chemin, parfois, c'est souvent le cas en mai-juin, on rencontre des gens sur le bord de la route qui vendent des melons ou des pastèques, des fruits. Et puis ensuite, on va du côté de Boukhara. Donc là aussi, ancienne oasis de la route de la soie. Boukhara, elle est un petit peu plus éparpillée, mais il y a quand même une bonne partie des monuments qu'on visite à pied. Là, c'est le Kalon qui donne sur Mira Arabe, qui est la médersa principale de Boukhara. Médersa, c'est une école coranique. C'est ça. Tor Minor, là aussi, qui est un des attraits de la ville et qu'on va visiter. Et puis ensuite, voilà, il y a Samarcande. Donc Samarcande, là c'est Bibi Hanoum. Donc Samarcande, c'est encore plus étendu que Boukhara. Moi personnellement, je trouve que Boukhara, mais peut-être que tu as un avis différent, je trouve que Boukhara est un peu plus resté dans son jus. Parce que une bonne partie est au même endroit. Khiva, je revois un peu les mille et une nuits parce que, comme je disais, il y a eu pas mal de petites restaurations, des choses comme ça. Et puis Samarcande, c'est vrai que Samarcande est majestueuse par les monuments qu'on visite, mais qui sont un peu disséminés de partout. Voilà. Non, je partage ton point de vue là-dessus. C'est vrai que Samarcande dispose de gigantesques monuments qui sont assez époustouflants, comme Bibi Hanoum, par exemple. Voilà, là aussi, donc on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est également les rencontres qu'on va chercher dans nos voyages. Les Ouzbeks, mais comme globalement en Asie centrale, il y a vraiment une tradition au niveau de l'hospitalité. Donc on a souvent des personnes qui nous invitent à prendre du thé, on discute. C'est vrai qu'on essaye aussi de rencontrer des personnes locales. On va apprendre à faire le plov, qui est le plat traditionnel, à base de riz, à base de mouton et de carottes. Voilà. Et puis, il y a aussi tous ces pains en Ouzbékistan. Chacun a un peu son pain. Alors, Khiva a son pain, Boukhara a son pain, Samarcande son pain. Donc, c'est assez intéressant. Ici, c'est… l'ensemble des mausolées de Shahizinda. Alors, en fait, on est sur de l'architecture islamique. Donc, ces républiques sont de religion musulmane, mais sous le joug soviétique, il n'était pas possible de pouvoir pratiquer sa religion. Et du coup, c'est tout de même très atténué. On peut parler d'un islam modéré dans ces pays-là, les trois. Oui, les trois. Globalement les trois. Donc, c'est vrai que voilà, vraiment des monuments assez majestueux. Ici, c'est Gouremir. Donc, il y a vraiment au niveau architectural, il y a un travail sur les mosaïques, les coupoles bleues,
Donc vraiment à chaque fois de bel ensemble. Et puis on va également marcher un petit peu, randonner dans des villages, dans des montagnes. On n'est pas, alors comme je disais, hein, c'est vrai que l'Ouzbékistan est assez plat, désertique, mais à l'est, il y a un petit peu de relief. Ici, on est du côté du village de Langar. Et puis, bien sûr, il y a le Navrouz, donc qui est la fête, on va dire, du printemps. C'est une fête qui était célébrée au temps de la religion du zoroastrien, et donc qui vénérait le feu, le dieu du feu. Donc le renouveau, le printemps, et c'est vrai que c'est une fête qui est fêtée dans toute l'Asie centrale, et en Ouzbékistan, voilà, il est facile de venir participer à ces célébrations. Parfois, c'est pas souvent le cas, c'est pour ça que je le dis. C'est vrai que en Iran, c'est un peu plus une fête, on va dire, familiale, donc on n'ose pas trop, ou on n'aime pas trop justement la partager forcément. Mais en Ouzbékistan, pas de souci. Donc on a un départ d'ailleurs, s'il y en a qui souhaitent rejoindre le groupe là qui part le 12 mars. C'est un voyage de 14 jours, et vous pourrez participer aux célébrations du Navrouz. Qui correspond en quelque sorte un peu au Nouvel An de chez nous, et c'est l'occasion d'un bon partage avec la population qui est déjà assez curieuse et qui a assez envie de contact avec nous les étrangers. Mais là, c'est encore une occasion supplémentaire. Exactement. Voilà pour ce qui est de l'Ouzbékistan. Alors maintenant, on va passer au Kyrgyzstan, donc encore moins connu que l'Ouzbékistan, qui possède donc les grandes villes de la route de la soie. Le Kyrgyzstan, c'est un pays de 198 000 km², donc c'est un peu plus petit que la moitié de la France, avec 6,3 millions d'habitants. Autant dire qu'en dehors de Bichkek, la capitale, il n'y a pas grand monde. La deuxième ville, c'est Osh, la deuxième ville un peu importante, on va dire. Et ensuite, c'est la steppe avec les nomades. Et c'est là qu'on peut voir le côté culturel qui se manifeste pas par d'immenses monuments comme on a vu en Ouzbékistan, mais par une ville nomade qu'il est très intéressant d'aller côtoyer, et c'est assez facile de rencontrer ces gens qui ont des troupeaux. Alors là, on vous a trouvé une carte, elle est peut-être pas super belle, mais au moins on voit très bien le relief. Donc on a au nord-est, on a le grand lac Issyk-Kul, qui est le deuxième lac, le deuxième lac au monde de montagne, donc qui est assez immense, hein, ça fait 150 km sur 100 à peu près. Et puis on a le lac Issyk-Kul, voilà, où on a Songkul, oui, pardon, Issyk-Kul, Songkul, où on a sans doute la plus grande concentration de nomades, hein, qui est située à peu près à 3000 mètres d'altitude. Et puis surtout, on a des grandes chaînes de montagnes, donc l'essentiel étant les Tian Shan ou Monts Célestes, qui s'étendent au sud du lac Issyk-Kul, et avec des sommets qui culminent à plus de 7000. Et puis tout au sud, on a le Pamir Alai, dans lequel on va trouver le pic Lénine, donc qui culmine lui aussi à plus de 7000 mètres. Partout dans le reste du pays, on est quand même dans des altitudes qui oscillent entre 1000 et 3000 mètres à peu près. Donc, on fait souvent le parallèle avec la Mongolie, parce que les gens vivent là-bas sous la yourte aussi, et on a aussi des cavaliers qui surveillent les troupeaux. Mais on va dire qu'ici, le relief est plus accidenté. On a des zones avec des forêts, avec des lacs et avec des hauts sommets et des lieux de pâturage. Donc, voilà, c'est une photo qui montre bien le type de relief qu'on peut avoir. N'oublions pas l'élevage, qui est la principale ressource des habitants. Les chevaux, les troupeaux de chevaux sont très importants.
D'ailleurs, quand ils nous rencontrent à pied, ils sont toujours surpris. Ils croient qu'on a perdu nos chevaux ou enfin, ils se posent la question, pourquoi marcher quand on peut faire du cheval? Bon, voilà, c'est une autre culture. Donc, ils vivent principalement sous la yourte. Alors, ils sont nomades principalement en été. La plupart du temps, en hiver, ils vont quand même dans des villages en dur, on va dire. Et l'été, ils reviennent dans des campements qu'on appelle les jello et ils remontent la yourte quasiment au même endroit que l'année d'avant. Voilà. Et c'est l'occasion d'être invité sous la yourte. Alors ici, c'est au bord du lac Songkul, où on voit un bateau. D'ailleurs, la pêche était pratiquée avant. Bon, il y a eu surpêche sans doute. Donc aujourd'hui, c'est interdit. Mais donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un endroit où il y a beaucoup de pâturage, donc énormément de campements, et c'est très facile d'aller à la rencontre des gens. D'ailleurs, si jamais vous avez la chance de posséder quelques mots de russe, c'est l'occasion de discuter un peu avec eux, puisque dans toutes ces anciennes républiques, on parle encore le russe. Et le premier truc qu'on vous demandera, c'est Atkuda, ça veut dire d'où est-ce que vous venez. Donc, Francia, Franzuski, enfin, ce que vous voulez, ils comprendront très bien. Généralement, après, ils disent Paris, ce qui veut dire Paris, parce que, bon, s'étend pas sur la géographie française, on dit oui, oui, et voilà. Et ensuite, on est invité, comme dit Damien, à goûter les croûtes, les petits fromages très séchés, très durs, et boire un peu de coulis, hein, bon, c'est pas obligatoire, hein, si on veut, qui est le lait du Mans fermenté. Bon, c'est légèrement alcoolisé. Ouais. Donc là, on est au pied du pic Lénine, donc dans le Pamir à l'ail. Donc, on a remis en place un circuit qui part de Hoche, la ville du sud, et qui traverse une bonne partie du Pamir à l'ail, depuis Kodjo-Kelen et ses belles falaises rouges. Et puis, donc, on va côtoyer cette grande chaîne de montagnes avec, bon, on parle du pic Lénine, mais il y a beaucoup de sommets qui dépassent les 6000 mètres aussi. Donc, d'énormes glaciers qui dévalent des pentes. C'est assez beau et impressionnant. Et nous, on se promène dans la partie alpine, on va dire, donc avec les prairies, et c'est l'occasion aussi de rencontrer les habitants. Et comme on le disait d'ailleurs en introduction, comme je le disais, on a vraiment différents niveaux et sur le Kyrgyzstan d'ailleurs, on ne fait pas que de la randonnée. Non. Hein, il y a aussi un voyage plutôt de découverte. Alors, on a mis un voyage de découverte en place qu'on appelle en piste au Kyrgyzstan, donc qui se passe en voiture avec la possibilité de faire des petites balades de quelques heures et qui fait une sorte de grand tour et qui voit quand même, alors je disais, il n'y a pas beaucoup de monuments, il y en a quand même 2-3. Il y a le caravansérail de Tashrabat et puis la fameuse tour de Burana. Et donc, on voit ces deux monuments et bien sûr, on voit toutes les beautés de la nature kirghize. Voilà. Ensuite, on a mis aussi en place trois treks, en fait. Un qui traverse Songkul, qui est assez original parce on traverse le parc national de Karataljaspiri, j'ai encore pas intégré le nom. Voilà, et c'est un trek exclusif. J'ai jamais vu ça proposé ailleurs. Donc, en traversant Songkul, on part ensuite au sud dans ce parc national. On a donc le fameux trek des Grands Pamirs qui va dans le Pamir à l'ail, et puis on en a fait un dans les monts Célestes avec passage aussi à Songkul et à Issyk-Kul pour s'approcher du glacier Inilchek et puis apercevoir au loin les 2-7000, le pic Pobeda et le Kantengel. Voilà. On passe au Tadjikistan alors. C'est ça, voilà. Voisin. Alors, Tadjikistan, encore plus petit, c'est le plus petit des pays d'Asie centrale, donc 141 000 km². 9,2 millions d'habitants, donc un peu plus peuplé que le Kyrgyzstan. C'est aussi le plus pauvre. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Souvent comme le plus roots un peu, oui. Alors bon, tout de suite un chiffre qui va mettre les choses au clair. Il y a 7% de terres arables. Donc culture pas tellement. C'est pas très facile.
on est énormément en montagne. Et donc, parce que, on va mettre la carte, s'il te plaît. Donc, sur la partie est, là, la grande partie est, c'est le fameux plateau du Pamir. Hein. Le Pamir, ça veut dire toit du monde. Et donc là, on est tout le plateau est à plus de 3005 même. Et donc, beaucoup de difficultés pour faire des cultures. Il y a quelques nomades avec des troupeaux. Voilà. Et sur la partie ouest, du côté de Dushanbe, là, on a au nord aussi les monts Fanski. Donc, dans ce pays, on vous propose aussi alors un périple aussi en véhicule qui fait un peu le tour du pays. Pour ceux qui voudraient faire des petites promenades, pas vraiment un trek, quoi. Ensuite, on a remis en place un trek dans les monts Fanski au nord. Alors ça, c'est assez classique parce que c'est un enchaînement de beaux lacs, etc. Mais la particularité qu'il y a chez Tamera, c'est qu'on a ajouté la fameuse vallée de Yannob qui est le dernier creuset, si on peut dire, de la culture saoudienne et qui propose des petits villages où ils voient très très peu d'Européens. Donc là, pour le coup, c'est assez inédit et exclusif. Et puis ensuite, donc sur le plateau du Pamir, on a un grand tract d'exploration qui traverse de la vallée de Chokdara, donc qui se trouve un peu au nord de la vallée de Waran. On traverse pour aller ensuite rejoindre la vallée de Bartang. Ça, c'est un trek qu'on appelle d'exploration, donc au milieu des hautes montagnes et des grands lacs. Et puis, on a, alors là, ça tient quasiment de l'expédition, oui, c'est vrai. C'est le glacier de Ponchenko, donc, où on propose de rejoindre le glacier et puis ensuite de le traverser, enfin dans le sens de la largeur, parce que c'est le plus long glacier du monde en dehors des calottes polaires. Donc, ça sera un petit peu trop long. Et puis, c'est un parcours qu'il faut quand même dire assez difficile. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de sentier. C'est presque tout le temps dans des moraines ou sur la glace. Alors, un mélange de glace et rochers, etc. Donc, bon, qui s'adresse quand même à des gens capables de s'adapter à des terrains compliqués et un bon goût de l'aventure. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de la mer d'Aral et Fetchenko et l'ensemble du massif Fetchenko, où on trouve aussi les autres sommets à 7000 qui font partie du challenge du Snow Leopard, et bien, dont le pic communiste le plus haut sommet de l'ex-URSS à 7005, voilà, et quelques mètres. Et bien, c'est ce bassin-là qui alimente la mer d'Aral. Et pour en avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec l'auteur Cédric Gras, qui nous expliquait que si la mer d'Aral est en cours d'assèchement aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de la culture du coton qui a utilisé beaucoup d'eau, mais pas seulement. C'est aussi qu'il y a une urbanisation supérieure depuis quelques décennies tout le long du fleuve, et puis un système de canalisation datant de l'époque soviétique très, très, très vétuste, avec un très, très fort pourcentage de fuite qui est pas négligeable. Voilà. Donc là, on vous présente quelques photos assez typiques. Donc sur le plateau du Pamir, on a des lacs qui sont parfois saumâtres, donc un peu de sel dedans. Ouais. Et des troupeaux de moutons. Donc, vous voyez, ce n'est pas des grandes prairies. On va dire que c'est peut-être un peu moins vert que la Kirghizie. Et ça fait un petit peu plus haute montagne. Et du coup, bon, on peut y trouver des yaks, des moutons, des chèvres. En Kirghizie, on trouve des vaches, des chevaux en quantité. Alors, au moment où je dis ça, on voit la photo de la vache. C'est le moyen de transport pour les bagages, des mules, des chevaux. Et donc des paysages de montagne, très, très peu de villages dans ces endroits-là. Parfois, 2-3 maisons qui forment un hameau et des bergers qu'on rencontre en été. Mais par contre, des vues
des vues extraordinaires. Alors là, par exemple, c'est le corridor de Wahan. Donc, les montagnes blanches que vous voyez sont côté afghan. Et donc, c'est la rivière Panj qui fait la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Ce qui est marrant, c'est si vous regardez une carte de l'Afghanistan, par exemple, vous voyez une espèce de doigt qui pointe au nord-est. C'est un résidu, on va dire, de la confrontation entre l'Empire russe et l'Empire britannique qui avançaient l'un vers l'autre. Et puis, ils ont créé, on va dire, artificiellement une sorte de zone tampon pour pas être face à face les deux armées. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille l'excellent livre de Peter Hopkirk qui s'appelle Le Grand Jeu, où il explique un petit peu tout cette espèce d'échiquier où chacun avançait ses pions. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on... Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, ben voilà. Et donc, on a dit qu'on allait vous proposer une conférence sur Challenge du Snow Leopard, donc 5 sommets qui se trouvent donc Kyrgyzstan, donc vous en avez 3, Pic Pobeda, le Kantengri et le Pic Lénine. Et ici, enfin ici, sur le dernier pays qu'on a vu, le Tadjikistan, on a le pic Ismaël Samani et le Korneshkaya, qui sont aussi 2 sommets de cette nuit. Voilà. Mais je pense que Eric reviendra beaucoup plus en détail sur les ascensions possibles de ces sommets. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on peut, oui, alors oui, oui, donc pour finir, voilà, on ouvre sur les Snow Leopard. Pour ceux, bon, là, vous avez compris, c'est plus, on est plus sur des expés de haute altitude, voilà. Il va y avoir dans les semaines qui viennent aussi, on va mettre en place quelques combinés, mais on réfléchit aussi plus largement à une grande traversée, une grande odyssée de l'Asie centrale, comme on a pu le faire chez Tamera depuis de nombreuses années avec les grandes caravanes. On en a une qui traverse tout le Népal, hein, la grande traversée du Népal. Il y en a une qui a également été mise en place récemment, qui est sur la grande traversée du Maroc par les Crêtes. Et puis donc là, avec François, on réfléchit à une traversée, une odyssée à travers l'Asie centrale, qui pourrait partir du Kazakhstan et donc traverser tous ces pays. Le Kazakhstan est aussi un pays qu'on souhaite développer. Donc logiquement, dans quelques semaines, il y aura quelques propositions dessus. Voilà, pas hésiter à revenir vers nous. Et puis naturellement, là, on vous parle des voyages. Donc là, l'idée, c'est si vous avez des questions, bien sûr, on y répond volontiers. On vous enverra, comme toujours, avec le replay, les liens vers tous ces voyages. Comme ça, vous pourrez également regarder. Et là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter un peu les différents aspects pour après savoir quel voyage vous conviendrait le mieux sur des pays qui, comme on le disait en introduction, sont quand même souvent méconnus. Voilà. Donc, il y avait une première déjà question de Micheline qui nous demandait un peu les dénivelés au Tadjikistan par rapport au Kyrgyzstan. Alors en fait, bon, dans chaque circuit, les dénivelés sont différents. On a par exemple sur le trek de Songkul, on a des dénivelés qui sont entre 500 et 700 mètres par jour. Et par contre, sur le trek des Grands Pamirs Kirghiz, on avoisine les 1000 mètres, enfin des fois même on les dépasse. Au Tadjikistan, sur les monts Fansky, on a des dénivelés entre 800 et 900 mètres à peu près. Et puis, sur le Fetchenko, alors là, enfin, j'hésite un peu à vous répondre parce que là, c'est pas tant en termes de dénivelé que de qualité de terrain. Cela dit, sur les fiches techniques que nous avons mises en place, on trouve tous les dénivelés pour chaque circuit. Donc, il suffit de s'y référer.
Alors, j'ai une autre question là concernant les repas, un peu ce qu'on peut trouver, ce qu'on mange bien en Asie centrale. Alors, oui, c'est assez varié. Tout à l'heure, tu as évoqué le plov, Oui, qui est quand même un repas commun à ces trois pays. Hein, donc, base de riz, de carottes et de mouton bouilli, parfois de bœuf, des morceaux comme ça qui sont coupés. Donc, on trouve aussi dans les villes, on trouve les fameux chachlis, qui sont des brochettes, donc de différents animaux, évidemment pas de porc dans ces pays-là. Et puis, on mange aussi du sarrasin, qu'on mange beaucoup plus que chez nous. Damien, à quoi tu penses, toi, côté nourriture? On a des laitages, et puis c'est vrai que côté viande, alors par contre, c'est pas proposé comme chez nous en Europe, il n'y a pas de beefsteak, la viande, elle est plutôt bouillie chez eux que grillée comme chez nous. Voilà, non, non, bah, tu as, un peu tout dit. Bon, quelques légumes quand même, Oui, donc moins au Tadjikistan. un peu moins, oui. Voilà. Donc peut-être un peu moins varié, même si on essaye toujours de faire en sorte que ce soit varié. Après, il y a une question également sur les formalités. Alors c'est vrai que les formalités, là c'est aussi le gros plus de cette région, hein, qui est l'Asie centrale, puisque il n'y a plus besoin de visa. Alors depuis très longtemps pour le Kyrgyzstan, depuis peut-être maintenant 5-6 ans, ils ont enlevé le visa pour les Français et globalement ressortissants européens. Mais l'Ouzbékistan l'a également abandonné il y a quelques années et depuis l'année passée, le Tadjikistan également. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu parlais, François, de la région du Pamir, hein, qui est à l'est au Tadjikistan. C'est une région qui est, si je ne dis pas de bêtises, semi-autonome ou autonome. Oui. Et donc, on a besoin d'un permis, d'une autorisation pour y aller, qui s'appelle GBAO, en relation avec la région. Et donc, c'est une autorisation voilà, qui coûte 25 euros. Et également, donc, le Tadjikistan a enlevé le visa, mais il y a quand même une autorisation, un enregistrement à faire quand on arrive, qui s'appelle OVIR. Ça, bien sûr, hein, nos équipes locales vous aident à le remplir. Et c'est pareil, c'est 25 euros. Donc, je dirais globalement, pour le Kyrgyzstan et Ouzbékistan, pas besoin de visa. Et donc pas de choses supplémentaires. Et Tadjikistan, donc l'OVIR 25 euros que vous payez au moment de votre inscription. Et puis pour ceux qui font le trek du côté des Fanski, il n'y a pas besoin donc du GBAO, hein, puisqu'on n'est pas dans le Pamir. Et pour les autres, il y a besoin du GBAO, donc 25 euros supplémentaires. Voilà. Après, au niveau sanitaire, c'est pareil. Globalement, tout a été levé. Bon, l'année passée, il y a même des personnes qui sont parties en n'étant pas vaccinées. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, ça s'est quand même pas mal détendu. Donc, l'Asie centrale, mais d'où la webconférence de ce soir, c'est vraiment une région qu'il faut aller visiter, quoi. Ah oui, en plus, c'est encore touristiquement pas très développé, encore plus Kirghizie on dit Kirghizie pour le Kyrgyzstan et Tadjikistan, donc à aller voir absolument avant qu'il y ait trop de monde, quoi. Donc, ce sont vraiment des endroits. Enfin, pour moi, le Pamir, par exemple, c'est un des derniers grands espaces possibles d'exploration, quoi. Il y a vraiment très peu de monde et très très peu de touristes. Alors effectivement, dans ces cas-là, il y a les infrastructures qui vont avec, si on peut dire, c'est-à-dire que c'est assez rustique quand même. En dehors des villes, des capitales où il y a des bons hôtels, c'est vrai qu'au Pamir, c'est quand même assez rustique. Il faut s'adapter, mais c'est le prix à payer, si on peut dire, pour voir des endroits où il y a encore la nature est reine, si on peut dire. C'est vrai. Alors, une question d'André relative donc sur le Kyrgyzstan, ça va si on séjourne beaucoup dans les villages plutôt que dans les lodges? Au Kyrgyzstan, oui. Alors, lodge, on parle plutôt de lodge au Népal. Kyrgyzstan, en fonction des circuits, on loge dans des petites auberges ou chez l'habitant. Et ce qui est quasiment certain, c'est que dans tous nos circuits, il y a quelques nuits sous la yourte.
c'est quand même intéressant de pouvoir vivre ce genre d'expérience. D'autant que les yurts sont, comme je vous expliquais tout à l'heure, appartiennent à des familles qui ont leur élevage. Et donc, en général, sur un campement, il y a 2-3 yurts. Donc, une yourte pour nous, les visiteurs. Hein. Donc là, par contre, il faut dormir tous ensemble sous la même yourte. Et puis, la famille qui est dans les yurts d'à côté, puisque, en général, il y a 2 ou 3 générations qui sont sur le campement. Donc, c'est en même temps un partage avec les habitants et on a quand même notre yourte avec des matelas qui sont étendus au sol. Alors, il y a une question également relative aux assurances. Alors, quel pourcentage faut-il retenir pour une couverture multirisque? Alors, chez nous, il y a trois taux hein, d'assurance. Bon, les 2 taux principaux, c'est 2,5% du montant du voyage qui correspond à l'assurance, à l'assistance plutôt. Hein. Donc, ça, c'est pour vous aider pendant votre voyage. Et donc, ça va couvrir les frais médicaux, les frais de rapatriement, frais de recherche et secours, interruption de voyage, pour les bagages également. Donc ça, c'est 2,5% du montant du voyage. Vous êtes couvert également par rapport au Covid, si jamais vous êtes positif avant de quitter le pays. Alors c'est vrai que on se posait plus la question il y a quelques mois maintenant par rapport au Covid. Bon, voilà. En tout cas, sachez que vous êtes couvert. Et puis, il y a le taux à 4,5% du montant du voyage qui correspond donc à la réponse que nous posait Madame Lagoutte. Donc là, c'est un multirisque. Donc là, vous êtes couvert à la fois pendant le voyage et avant, donc en annulation, si jamais il vous arrive quoi que ce soit et que vous devez annuler votre voyage. Et là aussi, vous êtes couvert pour le Covid, si jamais vous êtes malade avant de partir. Et est-ce que l'assurance couvre une extension? Alors l'assurance, elle se prend surtout sur les dates de voyage. Après, si vous souhaitez une extension, généralement, donc soit vous êtes couvert par ailleurs, soit ce qu'on peut proposer généralement, c'est de faire un contrat avec notre assurance, hein, qui est Chapka, AXA. Et là, vous faites une assurance sur sur votre extension. Alors attention, voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. S'il y a besoin de plus de précision, le plus simple, c'est de nous appeler et puis on en discute à l'agence. Pas rentrer dans le détail parce que la question, elle est un petit peu vague parce qu'on parle d'extension, mais si c'est une extension comme nous, on le propose pour tous nos voyages, notamment donc en Ouzbékistan, je vous parlais de cette extension qui est du côté du cimetière des navires là, vers la mer d'Aral, avec le musée à Noukous et puis les forteresses du désert, ou alors une extension sur la vallée de Fergana, si vous la prenez avec nous, bien sûr, c'est compris dans votre assurance multirisque. Maintenant, si vous faites une extension, je ne sais pas, libre ou avec d'autres personnes, mais après votre voyage, là, c'est l'option que je vous disais juste avant. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Après, il y avait une question également concernant la religion. Je crois qu'on l'avait un peu abordé. Hein. C'est surtout un islam, mais comme disait François, les années de soviétisme ont un peu édulcoré, on va dire, voire plus voilà, la notion de religion. Donc oui, c'est l'islam, mais c'est plutôt un islam modéré. Voilà, on peut évoquer le problème, entre guillemets, de l'alcool, qui est souvent interdit dans plein de pays musulmans. Et là, pour le coup, de la vodka, on en trouve de partout, de la bière aussi. Donc, bon, voilà, c'est quand même relativement toléré, ce qui peut nous dire qu'effectivement, c'est un islam assez modéré. Est-ce qu'on peut faire des randos alors, faire des randos, oui, et des randos à cheval. Alors dans les circuits que nous avons préparés, c'est de la randonnée pédestre. Souvent, c'est accompagné par des chevaux qui portent les bagages. Donc, parfois, il est possible de monter sur le cheval. Après, s'il s'agit d'un groupe à pied, d'une personne qui voudrait suivre à cheval, on peut regarder si on peut organiser ça.
pas sur tous les circuits, mais je pense par exemple avec les nomades de Soncoul, c'est certainement faisable. Oui. Après ça, il faudrait qu'on voit avant que les gens s'inscrivent. Cela dit, on n'a pas prévu des parcours totalement équestres. Mais ça reste il y a jouable. des possibilités. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ces voyages? Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, François. Ben, non. On semble avoir fait le tour, Semble visiblement. Ouais. Voilà, bah donc je vous rappelle, il y a un départ en Paul Navrouz en Ouzbékistan du 12 au 25 mars. On peut encore s'inscrire, mais il ne faut pas trop tarder parce que les vols se remplissent bien. Et puis, c'est vrai que c'est une période qui est un petit peu demandée par rapport aux festivités. Là, le départ est garanti. Il reste encore quelques places. Et puis après, oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la période. Pour tous ces voyages. Donc, sur l'Ouzbékistan, généralement, ça commence avec le Navrouz et puis les vacances d'avril. Une bonne période pour y aller, c'est mai-juin, jusqu'à mi-juin, parce qu'il ne fait pas encore trop chaud. Après, c'est vrai, comme on l'évoquait, c'est un pays désertique et un climat continental. Donc, c'est vrai que les étés sont très chauds et puis ça rediminue après mi-septembre et puis octobre. Voilà. Après, sur le Kyrgyzstan et Tadjikistan, donc on est plutôt sur une période estivale. Comme ça, l'enneigement ne nous gêne pas pour faire les randonnées, d'une part. Et puis, la météo est assez bonne, hein, comme on disait, c'est continental. Il ne pleut pas très souvent. C'est relativement sec en été. Donc, c'est plutôt bien. Et comme ça, on fuit aussi la chaleur des grandes plaines. Donc, l'été est une bonne saison. C'est aussi la saison où on trouve les nomades dans les campements. Moi, j'avais juste une dernière précision à laquelle je pense également, parce que tu évoquais un peu les hors-sentiers battus qu'on faisait au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. C'est vrai que sur l'Ouzbékistan, on fait bien sûr les classiques, mais il y a quand même une particularité, c'est qu'on va dans le sud, où peu d'agences vont encore, du côté de Termez et du côté des sites archéologiques qui sont à la frontière avec l'Afghanistan. Voilà. Donc ça, c'est un vrai plus sur le voyage qui est en 15 jours. Voilà, c'est ce que je voulais aborder comme précision également sur l'Ouzbékistan. Voilà. Eh ben, il ne nous reste plus que, s'il n'y a pas de questions, une dernière question, on va vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve donc fin février pour aborder l'Asie centrale, mais plutôt sur le côté expédition et puis haute altitude. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir sur ces voyages ou sur la région. N'hésitez pas à revenir vers nous par téléphone, à l'agence ou par mail. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.